Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette vidéo. Moi c'est Zach, je vous raconte des histoires, des destins, des moments de vie incroyables mais réels et souvent trop méconnus. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire incroyable du vol British Airways 5390. C'est un vol qui n'a duré que 35 minutes mais qui a marqué l'histoire de l'aviation à tout jamais. Was flying at 23,000 feet when a cockpit windshield next to the captain was blown out. That's his blood by the window. He was on his way from Birmingham, England to Malaga. Tout commence un matin de juin 1990 à Birmingham, en Angleterre. Ce jour-là, 81 passagers et 6 membres d'équipage montent à bord d'un BAC 111 de la compagnie British Airways. Les passagers sont détendus car la destination n'est autre que Malaga, où la plupart partent en vacances se dorer la pilule au soleil. Le commandant de bord, Timothy Lancaster, et son copilote Alastair Hutchinson, deux pilotes très expérimentés sur ce genre d'appareil, sont confortablement assis dans la cabine. À 7h20, comme prévu, les roues de l'avion décollent du sol et l'engin prend son envol. 10 minutes plus tard, tout va pour le mieux dans l'avion qui dépasse bientôt les 4000 mètres d'altitude. Alors, les deux pilotes détachent leur harnais et s'apprêtent, comme de bons Anglais, à boire un petit thé. Mais le calme sera de courte durée. À 7h33, alors que l'avion se trouve à 5300 mètres d'altitude, une détonation se produit, suivie de la formation immédiate d'un grand nuage de condensation dans toute la cabine. Le pare-brise gauche en face du commandant vient de sauter en une seconde et il a disparu dans le ciel. Les pilotes n'en croient pas leurs yeux. La décompression soudaine de la cabine va aussi faire sauter la porte qui sépare les pilotes du reste de l'appareil. Timothy Lancaster, le commandant de bord, n'étant plus attaché, se fait aspirer immédiatement hors de l'appareil. Mais énorme coup de chance, ses pieds sont retenus dans la commande de vol et cela l'empêche d'être complètement emporté. Il reste accroché à l'avion par les pieds. Imaginez un peu la situation. Timothy est suspendu par les pieds sur un appareil qui se déplace à plus de 700 km/h, à 5300 mètres d'altitude, une altitude où il y a peu d'oxygène, et avec une température avoisinant les moins 17 degrés Celsius. Son corps est littéralement sur le fuselage de l'avion. Mais la situation à l'intérieur de l'avion n'est pas beaucoup plus facile. En effet, le copilote Alastair est en état de choc. En plus de ça, il ne voit presque rien, car un gros nuage de buée est sur l'entièreté du pare-brise, et des bourrasques de vent s'engouffrent dans l'appareil à plus de 700 km/h. Mais il n'a pas le choix, il doit vite reprendre ses esprits s'il ne veut pas condamner tous les passagers. En effet, le corps du commandant étant pris dans le manche de l'avion, celui-ci est en position de piquer, et donc prend de plus en plus de vitesse. Si rien n'est fait pour réduire sa vitesse, celui-ci pourrait atteindre sa VNE, c'est-à-dire la vitesse qu'il ne faut jamais franchir, sinon l'avion risque de se désintégrer. De plus, le manque d'oxygène à cette altitude pourrait vite devenir un problème. Un des stewards qui est présent dans l'avion, Nigel Ogden, va foncer dans la cabine juste après ayant entendu la détonation. Il va directement attraper la jambe du commandant de bord pour essayer de le tirer à l'intérieur de l'appareil. Mais malheureusement, cela est vain. Même à deux, avec un deuxième steward, John, qui va essayer de l'aider, ils ne pourront pas tirer Timothy et le remettre dans l'appareil. En effet, la pression est trop forte. Il est impossible de ramener Timothy dans l'avion. Voilà un petit résumé de la situation. Le commandant de bord est partiellement hors de l'avion qui se déplace à 700 km/h et il est en train d'entraîner cet avion en piqué vers le sol. La moitié du pare-brise est cassé, faisant rentrer des bourrasques de vent à plus de 700 km/h dans l'appareil et créant de la buée sur le pare-brise restant. Le bruit est assourdissant et l'oxygène rare. De plus, la documentation de vol, c'est-à-dire des centaines de papiers de l'époque, vole de partout dans la cabine. Il est très compliqué d'y voir quelque chose. Le pilote ne peut pas communiquer avec le sol car il n'entend rien à cause du vent et on ne l'entend pas non plus. En quelque sorte, l'avion est devenu en quelques instants sourd, muet et aveugle. Pour ne rien arranger, Nigel, qui retient les jambes de Tim, ne sait pas combien de temps il pourra tenir. John, le deuxième steward présent dans la cabine, a alors une idée. Il va s'accrocher avec l'une des ceintures du siège pour tenir à tour de rôle le commandant de bord. Mais malgré ces conditions extrêmes, Alastair va réussir à stabiliser l'avion et à réduire son accélération pour atteindre le niveau de vol 110, à un peu plus de 3000 mètres. Il fait cela pour être en dessous du trafic aérien, ce qui lui permet d'éviter tout risque de collision, mais aussi pour retrouver un niveau d'oxygène respirable. Pour ce qui est de Timothy, son corps semble totalement inanimé. Il a les yeux grands ouverts,
ses bras frappent dans le vent et il y a du sang qui coule sur la carlingue. C'est une vision d'horreur pour les 3 hommes présents à l'intérieur de cette cabine. Les 2 stewards se disent que c'en est fini pour lui et qu'il faudrait mieux qu'ils le lâchent pour leur propre sécurité. Mais Alastair, le copilote, va leur dire « Tenez bon ». En effet, en plus de l'amitié qui lie les 2 hommes, ce ne serait pas une bonne idée de lâcher le corps de Timothy même s'il était décédé. Si son corps est projeté dans les réacteurs ou dans la dérive de l'avion, cela pourrait mettre encore plus en danger tous les passagers. Un peu plus tard, Alastair réussit à réduire la vitesse de l'avion à 280 km/h et il retrouve une assiette de vol normale. Il peut enfin expliquer son problème aux aiguilleurs aériens et demander un atterrissage d'urgence. Les contrôleurs aériens n'en reviennent pas, mais ils gardent leur calme et le dirigent vers l'aérodrome de Southampton. Cet aérodrome est inconnu du copilote qui ne s'y est jamais posé. De plus, la piste fait seulement 1800 mètres alors qu'il faudrait 2500 mètres pour poser cet avion. En effet, étant donné qu'il n'a pratiquement pas utilisé de kérosène, l'avion est très lourd, alors il faut une piste plus longue pour le ralentir. Mais malgré ces conditions extrêmes, Alastair va réussir à réaliser l'exploit de poser cet avion à 7h55, soit 20 très longues minutes après l'explosion du pare-brise. Les services d'urgence foncent pour aider tous les passagers et pour récupérer le corps de Timothy. À la surprise générale, celui-ci est encore en vie et reprend ses esprits petit à petit. Le plus fou, c'est qu'il se ramène sur pied quelques heures plus tard. Et ouais, faut pas le faire chier le Tim. D'ailleurs, 5 mois plus tard, il reprendra son métier comme si de rien n'était. Bon, bien sûr, il fut quand même en hypothermie et eut quelques blessures, comme des gélures, des contusions, une fracture au bras droit, au pouce gauche et au poignet droit. Mais le bilan de ces blessures est minuscule par rapport à la situation extrême qu'il vient de vivre. Il est miraculé. Il expliquera plus tard dans un documentaire, que vous pouvez trouver sur Disney+, si jamais cela vous intéresse, qu'il n'arrivait pas à respirer car il était face au flux d'air à plus de 700 km/h qui lui arrivait dessus. Alors, lorsqu'il était encore conscient, il s'est retourné face à l'avion pour avoir le flux d'air dans le dos et pour pouvoir donc respirer normalement. Nigel, le steward qui le retenait la plupart du temps, a aussi subi quelques blessures, notamment des gélures au visage et à l'œil, ainsi qu'une dislocation de l'épaule. Mais globalement, grâce au professionnalisme de toute l'équipe, que ce soit Alastair qui a réussi à poser l'avion malgré tous les problèmes et à prévenir les services de secours, que ce soit les 2 stewards qui ont réussi à retenir le commandant de bord pour ne pas qu'il se fasse emporter hors de l'avion, ou encore les autres membres du personnel qui ont réussi à calmer tous les passagers pour éviter des mouvements de foule dans l'avion, tout cela s'est produit sans conséquence finale. D'ailleurs, pour les remercier, Alastair, le copilote, et Susan Gibbons, une des personnels de bord, furent décorés par la reine Elisabeth II. Alors, ne me demandez pas pourquoi Susan a été décorée alors que je ne sais rien d'elle sur cette histoire, mais par contre, Nigel, qui a littéralement retenu un homme qui est en train de s'envoler hors d'un avion, lui n'a pas été décoré, je n'en sais rien, je ne peux pas vous aider. Plus sérieusement, selon différentes sources, tout l'équipage aurait été décoré, mais je n'ai pas réussi à savoir. Alastair a aussi reçu le prix Polaris, qui est la plus haute distinction décernée par la Fédération internationale des associations de pilotes de ligne. Et ça, c'est la classe. D'ailleurs, ce genre d'événement, ça rapproche, et apparemment, les membres de cet équipage continuent de se rassembler même 30 ans après. Mais alors, que s'est-il passé ? Comment le pare-brise a-t-il pu voler d'un seul coup ? Une enquête a bien sûr été menée, et voici ce qu'on a pu savoir. Le pare-brise avait été changé la veille, mais la taille des vis n'était pas les bonnes. En effet, avant que l'avion appartienne à la compagnie British Airways, il appartenait à une autre compagnie qui avait eux aussi changé les vis du pare-brise. Mais ils avaient mis des vis un tout petit peu trop petites, de 2 mm. Et en fait, l'ingénieur de chez British Airways, quand il a voulu changer le pare-brise, a simplement regardé la taille des vis qui étaient montées dessus pour remettre les mêmes sans regarder les préconisations du constructeur. Il dira qu'il était sous la pression de son employeur qui lui disait de finir rapidement. Et voilà comment une petite erreur de quelques millimètres a failli coûter la vie à plusieurs personnes. Merci d'avoir écouté cette histoire, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle ne vous aura pas traumatisé. Si vous souhaitez en savoir plus, je mets toutes les sources en description, ainsi que le documentaire dont je vous ai parlé. C'était Zach, à bientôt pour une nouvelle histoire.